Alors, on arrive aux hormones masculines. Les hormones masculines, il y en a deux. Vous avez les petites gélules de DHEA et vous avez le sachet de testostérone. Ça, c'est les formes les plus courantes qu'on va prescrire chez la femme. Ce sont des hormones bioidentiques, au même titre que les deux féminines, estrogène, progestérone, bioidentiques. C'est la même chose pour les hormones masculines. Le DHEA, dans certains pays d'Europe, il est accessible en vente libre. Aux États-Unis, il est en vente libre. Au Canada, il est contrôlé par Santé Canada et je pense que c'est ça qui fait peur aux professionnels de la santé. Par contre, cette hormone-là gagne beaucoup à être connue et je vous en parlerai plus tard tantôt. Ça, c'est la testostérone. C'est un tout petit sachet, c'est un gel qu'on applique plus souvent qu'autrement là, sur l'épaule, parfois sur la cuisse. Alors, c'est bioidentique. Pour celles qui connaissent le gel ici, lui, il est un petit peu plus visqueux. Elle, cette hormone-là, la testo, est un peu comme du Purell. Elle est vraiment plus liquide. Donc, quand on prescrit de la testostérone, qu'on parle d'un demi-sachet, il faut plier le sachet en deux. On prend les ciseaux, on fait une petite coupure, on met le gel dans la main, puis on vient l'appliquer sur l'épaule. Depuis que j'ai commencé, il y a quelques années, à faire de l'hormonothérapie, j'ai décidé de faire une étude clinique. J'ai eu un problème d'hormones masculines à 40 ans qui m'ont amené un arrêt de travail de 6 ans. Et Dieu soit loué, on a dosé 6 ans plus tard d'arrêt de travail ma testostérone et mon DHEA et j'étais vraiment à plat, à plat. J'ai débuté plutôt ces hormones-là que je n'ai jamais quittées depuis ce moment-là. Et c'est un peu pour ça que je suis une ambassadrice des hormones masculines parce qu'elles ont vraiment changé ma vie et je les prends toujours. Je compare ça à du synthroïde. Quand notre glande thyroïde se met en hypothyroïdie, assez souvent, plus souvent qu'autrement, le médecin va vous dire que ça va être à vie qu'il faut prendre du synthroïde. Quand on parle de DHEA et testostérone, c'est la même chose, même, je vous dirais, c'est encore plus flagrant. Qu'est-ce qui se passe avec les hormones masculines? Le DHEA, il est sécrété par les glandes surrénales. La testostérone est sécrétée par les ovaires. Et à un moment donné, notre réserve de testostérone, elle s'épuise. On n'en a plus. Alors, il faut en prendre de façon externe, exogène. Elle, je vous disais, c'est les glandes surrénales qui la font. Ici, on a eu des vies un peu de fou, stress à côté. On a les surrénales de même, à un moment donné, elle, il n'y en a plus, ou très peu. Et on a besoin de DHEA. Le DHEA, en passant, c'est le déhydroépiandrostérone, c'est ça qu'on dit DHEA. Ça prend du DHEA pour faire de la testostérone. Pas en grosse quantité. Le DHEA, c'est un peu comme de la poudre à pâte dans le gâteau. On n'a pas besoin de beaucoup, mais ça en prend. Ce que je fais depuis le début de ma pratique en hormonothérapie, moi, mes résultats d'hormones masculines étaient très bas. Et je pensais que j'étais l'exception à la règle. Et à force de constater, après le tout début, là, mais les patientes sont donc bien basses en DHEA et en testostérone. Donc, j'ai décidé de continuer à faire une petite étude épidémiologique, si je peux dire, et je constate après des années que, je vais vous montrer un petit tableau, ça c'est la testostérone. Oh, désolé, par l'envers. Tout est spontané ici, il n'y a rien de programmé, j'improvise tout le temps. Donc, je vous explique, ça c'est un tableau pour la testostérone chez la femme. Ça c'est la testostérone totale et en bas on a la testostérone libre calculée. C'est quoi la testostérone libre calculée? Bien, ça le dit, il faut faire un calcul. Donc, moi, quand je vous fais faire des prises de sang, je vous demande la testostérone totale, je coche testostérone totale et je coche aussi la SHBG. C'est une hormone qui transporte la testostérone. Alors, j'ai ces deux paramètres sanguins-là et moi, j'ai un logiciel dans lequel je vais entrer les deux données, les résultats sanguins de ces deux paramètres-là pour me donner la testostérone libre calculée. Alors, si vous allez dans votre carnet de santé et qu'on vous a fait doser ces deux hormones-là, vous n'aurez pas le résultat du calcul, ça prend une équation pour le calculer. Et c'est ça que moi, je fais ici à la clinique.
Et c'est ce calcul-là dans lequel je fais le constat que j'arrive à peu près 3000 patientes, ils ne sont pas toutes dans l'étude parce que dès qu'il me manque une donnée, je ne la prends pas, la patiente. Ça me prend DHA et testostérone calculés. Donc, j'ai à peu près 1200 patientes qui sont dans l'étude bien répertoriées. L'âge des patientes se situe entre 16 et 82 ans. Et mes patientes sont toutes en moyenne autour du 10. Si vous regardez, il y a plein de petits picots de stylo. Là. Quand je montre le tableau, mes patientes, là, je mets mon stylo ici. Les patientes devraient être au moins aux alentours de 100. Et c'est ça qu'on n'a pas, je m'excuse, pas 100, mais plutôt 60. On peut aller un petit peu plus haut, je vous l'explique, c'est vraiment pas grave. Vous avez le mot hirsutisme ici. Quand je donne la testostérone à une patiente, l'hirsutisme qu'elles peuvent avoir, parce qu'on s'entend que ce sont de toutes petites doses, ça peut être l'apparition ou une augmentation du petit duvet ici sur le bord de la lèvre. OK? Pour avoir un changement de sexe, il faudrait que la testostérone soit à plusieurs milliers. On est complètement dans des petites doses ici, ne vous inquiétez pas. Je ne fais pas de changement de sexe, c'est des petites doses. Votre testostérone était là, elle a baissé. Moi, je fais juste la ramener où elle était. Je ne fais pas de surdosage. Donc, les patientes, quand ils entendent le mot testostérone, ça y est, je vais avoir de la barbe, je vais avoir une grosse oie, puis ça va jusqu'à penser qu'ils vont avoir le clitoris gros de même. Non, non, non. On donne juste une petite dose. Et le constat, c'est que la femme moderne est toujours aux alentours de 10. Moi, j'étais à 3. J'étais en arrêt de travail. Et cette semaine encore, j'ai vu une patiente à 1. C'est fréquent. Alors, la femme moderne, pourquoi elle n'a plus de testostérone? On a un enjeu de société. Avant, la testostérone, mettons qu'on est à 20 ans, 25 ans, c'est notre pic là, de testostérone et de DHA aussi. Normalement, en vieillissant, la testostérone, elle descendait tranquillement. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas la vie facile, mais ils n'étaient pas stressés comme nous. Donc, il y avait une consommation constante là, de testostérone, ça allait avec le vieillissement. Nous, maintenant, là, on est tellement sollicités par la performance, les enfants, le trafic, etc. Tout ce que la vie moderne nous demande fait que le testostérone, on a une banque. On vient avec une certaine quantité de testostérone à la naissance. Puis à chaque fois qu'on est surmené, qu'on est stressé, qu'on a des stresseurs psychologiques ou physiques, on pige dans notre banque de testo. Puis là, à un moment donné, la banque de testo, zéro. Il n'y en a plus. On est un peu comme des femmes, des Formule 1. On n'est pas vieille, on n'est pas malade, mais on n'a plus de gaz. C'est ça, la testostérone. On peut avoir un crash. Et le jour où la banque de testostérone est à zéro, on n'en fait plus de testostérone. Il faut la prendre de façon exogène. C'est ça exactement. Le DHA, bien, je fais le même constat. La femme moderne, elle, il faut qu'elle ait un DHA aux alentours de 10. Et habituellement, les patientes m'arrivent toujours avec un déficit de DHA aux alentours de 3. J'ai des patientes qui n'en ont plus du tout de DHA et il y en a qui m'arrivent, sont 4, 5, puis on vise 10. C'est ça, les hormones masculines, c'est pas dangereux. Les effets secondaires, là, ils ont chacune leur effet secondaire propre. Quand je prescris du DHA, en passant, il y a eu des études cliniques qui ont déjà prescrit jusqu'à 1000 mg par jour. J'avoue que c'est beaucoup trop. Mais qu'est-ce qu'on prescrit comme DHA chez la femme? C'est soit un petit 10, 25 ou 50 mg. L'enjeu, c'est pas compliqué. Le DHA nous ramène à des taux de DHA. Là, quand je vous remonte, quand on est adolescente ou jeune femme, notre DHA est à son plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on est jeune femme? On se revire sur un dizaine. Au niveau cognitif, on est tout allumé, on est là. On a la concentration, la mémoire, tout va bien. Et on a beaucoup d'énergie. Et aussi de la libido, de l'excitation sexuelle. Et ça vient malheureusement avec les cheveux gras, la peau grasse et les petits boutons. Donc, si j'ai une patiente qui vient dans mon bureau puis qu'elle a un gros déficit de DHA et que je dois lui en prescrire, et quand je lui demande tout le temps, est-ce qu'à l'adolescence, vous avez eu beaucoup de problèmes d'acné? Ça me dit oui, j'ai pris 3 fois d'Accutane. J'y en donne pas. C'est ça C'est ça l'enjeu de la DHA. La DHA, elle donne pas du poil. Elle donne pas de signe de masculinisation. L'enjeu, c'est vraiment cheveux gras, peau grasse et des petits boutons. OK? Parce qu'on me demande des fois, c'est quoi les effets secondaires?
Alors, je dis DHEA, le gras, puis sachet duvet. C'est mon petit truc mémotechnique pour s'en rappeler. Alors, une patiente qui commence les 2 hormones, puis elle vient me voir, puis elle dit « Oh, j'ai pris de la testo, j'ai fait des boutons. C'est pas vraiment la testo. Ça peut, mais c'est rare. » Alors, c'est vraiment DHEA, le gras, le sébum. Et elle, c'est vraiment l'enjeu du petit duvet. Ça peut arriver que j'ai une patiente à qui je prescris de la testostérone et là, elle se ramasse avec un bon duvet. Pourquoi elle fait ça? C'est que souvent, c'est une femme qui a le syndrome des ovaires polykystiques et il n'a jamais été diagnostiqué. C'est pas grave, on arrête la testostérone, on épile et le poil, il est réversible. C'est important de vous l'expliquer. Il y a des femmes qui commencent la testostérone, puis tu sais, ça fait tellement longtemps qu'ils n'en ont pas eu, c'est comme si les follicules pileux, il y avait un petit kick. Et là, ce que ça va faire, c'est que les femmes, des fois, disent « j'ai un petit peu de duvet. » Pas de la barbe, là, pas du gros poil, mais un petit duvet qui est augmenté. Je leur dis « gardez votre recette, mettons que c'était un quart ou un demi-sachet, maintenez-le, épilez. Et quand ça repousse, souvent le poil est normal. C'est comme si, quand on démarre la testostérone, il y a un petit kick au niveau des follicules pileux, il y a un duvet un petit peu plus foncé, on l'épile et ça ne revient pas. Donc, c'est important que vous sachiez que le duvet avec la testostérone il est réversible. Il y a un symptôme qui ne l'est pas. Si on avait vraiment un enjeu avec la voix, que vous avez un changement dans votre voix, celui-là n'est pas réversible. Mais on est à très, très petite dose. Comme je vous disais, votre testostérone est là, elle baisse, on la ramène où on était. On ne fait pas de surdosage, c'est vraiment important. Quand on va en voyage, je refais une petite parenthèse. Quand on travaille avec des gels sur la peau, c'est important. Le problème, c'est que si vous mettez de la crème solaire, je vous ai expliqué qu'elle ne rentrera pas parce que la crème solaire fait un écran dans la peau qui est là plusieurs jours. Donc, en voyage, on met de la crème solaire partout sur le corps, là, quand on s'expose, les régions qui sont exposées au soleil, mais elle, on la met sur la fesse, temporairement, pas tout le temps sur la fesse. L'été, au Québec, vous êtes obligé d'être dehors, puis vous mettez de la crème solaire, c'est pas grave, temporairement, vous la mettez sur la fesse. C'est la même chose pour la testostérone. Au lieu de la mettre sur le bras, vous la mettez sur la fesse. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai travaillé longtemps avec la testostérone dans le nez. C'est un gel. C'est pas un pchit comme du Otrivin, là. Pas du tout. Quand on pèse dessus, vous allez voir, je vais m'approcher, il y a une petite goutte de gel, là, OK? Ça, c'est pas une pression. Ça, c'est juste une petite goutte. Quand on travaille avec le gel, il faut peser jusqu'en bas. Là, vous allez avoir une quantité de gel qui est plus importante. Le gel, je le fais mettre dans la main. Vous mettez votre push au complet jusqu'en bas. Vous prenez la moitié du gel avec la spatule, puis vous venez l'appliquer ici, sur le côté externe, comme ça, OK? Donc, on met la moitié du gel ici, on prend l'autre moitié, puis avec la petite spatule, on vient le mettre ici, comme ça, OK? Ça, c'est le gel de testostérone, le Natesto. Il a été en rupture de stock longtemps. Là, il vient de revenir. On était presque 1 an à ne pas avoir de testostérone dans le nez. Les patientes, ils me disent qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux ça ou ça? Ça reste une question de choix. Quand on prend celui-là, c'est un gel qui va pénétrer dans nos vaisseaux sanguins par une muqueuse. Donc, l'effet est un petit peu plus rapide. Alors, quand on met du gel de testostérone sur la muqueuse du nez, on va avoir un pic de testostérone optimal là, dans le sang environ au bout de 45 minutes, 1 heure. Tandis que quand on prend notre sachet, qu'on en met, mettons, la moitié ou tout un, dépendant de votre dosage, bien là, on met le gel dans la peau, puis on vient le mettre sur l'épaule. Avant qu'on ait un pic sanguin, là, notre top de testostérone optimal, il va être là au bout de 4 heures. Donc, c'est un petit peu plus long à faire effet, mais l'effet est là quand même au niveau de l'énergie. La testostérone, c'est une hormone d'énergie du corps. Et ça vient jouer aussi sur la libido puis l'excitation sexuelle. Donc, testostérone, on travaille avec une des deux. Il n'y a vraiment pas de souci. Ce qui peut être un enjeu, c'est quand on met de la testostérone dans le nez, on peut avoir la sensation de toujours avoir le nez
un peu beurré. Puis si on a à en mettre 2 fois par jour, ben c'est un petit peu plus tannant aussi, l'amener au bureau, tout ça. Ou l'autre affaire aussi qui peut être un peu tannante, c'est qu'on peut venir le nez inflammé. Le nez est sensible. C'est un petit peu mon cas. Puis toutes celles qui ont des rhinites, des allergies, ben avec les produits qui se mettent dans le nez, c'est pas toujours compatible. Donc, on a des alternatives pour ça. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. C'est que ma voiture est au garage. Donc, je suis en stand-by à ma clinique toute la journée. Puis j'ai dit, OK, aujourd'hui, je vais essayer de faire quelque chose pour mes cocottes. Alors, c'était ça, mes petits topos d'aujourd'hui. Je vais vous occuper pour une partie de la fin de semaine. Et c'est la Saint-Valentin demain. On est vendredi 13. Moi, ça m'a porté chance toute ma vie. Donc, je vous souhaite un beau vendredi 13, vraiment. Puis, si vous avez des questions, c'est pas que je veux pas vous répondre, là. Je vais plutôt vous revenir en vidéo puis avoir les réponses à vos questions parce que vous dire le nombre de commentaires que j'ai eu puis de questions, là, s'il fallait que je vous réponde une par une, ce serait un petit peu compliqué. J'avais commencé à le faire, mais là, ça n'avait pas de bon sens. J'espère que j'ai pu vous aider, que ça a été utile. Documentez-vous. Il y a vraiment beaucoup d'études, de données probantes sur les hormones bioidentiques. Elles sont étudiées depuis bien longtemps, depuis même avant que certains médicaments bien connus soient mis en marché. Les hormones, c'est vieux comme le monde. C'est juste qu'on commence à les découvrir. Puis elles ont souvent ben des préjugés, là, mais c'est juste une question de temps, d'éducation, de connaissance et de répandre les bonnes informations. Il faut oublier les légendes urbaines sur les hormones. Voilà. Merci. Bonne fin de semaine.